C'est une arnaque invisible, certains diraient géniale, qui a coûté 5 milliards d'euros aux États de l'Union européenne. L'escroquerie est liée à la taxe carbone qui permet, vous le savez, aux entreprises d'acheter et de vendre des droits à polluer. L'arnaque consiste à acheter un permis d'émission de quotas de CO2 dans un pays où il n'y a pas de TVA et de le revendre ensuite dans des pays où il y en a, comme la France. L'escroc perçoit alors le montant de la TVA sans jamais le reverser à l'État. On est dans la grande criminalité organisée. C'est-à-dire que les phénomènes passent par des multiples sociétés écrans. C'est ce qui implique que le processus ait pris un certain temps pour mettre fin à cette fraude. En France, une quinzaine d'instructions sont en cours. Elles regroupent une centaine de prévenus. Mais beaucoup ont déjà quitté le pays. Plusieurs familles marseillaises impliquées dans l'arnaque ont par exemple été vues à Herzliya, une banlieue chic de Tel Aviv. Et il y a eu, comment dirais-je, une plainte collégiale des juges qui sont chargés de cette affaire, qui ont demandé au ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire à Laurent Fabius, de demander à l'État d'Israël de cesser d'interférer pour les empêcher de travailler sur ce dossier. Voilà. On parle de nouveau casse du siècle. Une fraude qui, en à peine plus d'un an, aurait fait perdre au Trésor public français près de 2. Petite rétrospective, et vous allez comprendre que la justice en la matière s'est montrée assez clémente, il me semble, ou en tout cas assez déficiente, puisque très peu de ces escrocs se retrouvent sous les verrous ou dans les prisons françaises. En fait, la plupart ont pris la fuite en Israël. 8 décembre 2009, le premier perquisitionné est un certain Grégory Zaoui. Les flics viennent le cueillir dans son appartement avenue Iéna, dans le 16e arrondissement de Paris. Grégory Zaoui est inculpé dans une affaire de 200 millions d'euros. 3 semaines après, c'est ce Fabrice Zakoun qui est appréhendé chez lui le 15 janvier 2010. Lui, il est mouillé dans une affaire de 50 millions d'euros. Grégory Zaoui et Fabrice Zakoun, dites-moi, se retrouvent dans la même cellule de prison. Expliquez-moi ça. Zakoun est sorti 2 mois avant le début de son procès en septembre 2011, suite à une étrange affaire de procédure. Donc moins de 2 ans de prison, donc, pour Fabrice Zakoun. Quant à Grégory Zaoui, il est sorti après 20 mois de détention provisoire. Moins de 2 ans, lui aussi. La caution qui lui avait été demandée au départ était de 2 millions d'euros. Elle a été abaissée à 150 000 euros. Pour un type qui a volé 150 millions d'euros. Donc évidemment, Grégory Zaoui n'est pas resté très longtemps sur le sol français. Il est resté un certain temps dans son appartement des Champs-Élysées. Avec sa nouvelle compagne, je lis, il lui arrivait de privatiser le magasin Christian Dior, avenue Montaigne, pour faire ses courses plus tranquillement. Je rappelle que là, il est sous contrôle judiciaire. Alors faut dire qu'il est bien défendu par ses avocats, Philippe Ohaillon et maître Manuel Abitbol. Un autre de ses escrocs est Stéphane Alzra. Alors Stéphane Alzra et Gilles Bénichou, qui est lui-même également en cavale, sont les 2 grands absents du procès Michel Néret. Michel Néret nie toutes ces accusations. Les charges semblent de plus en plus nombreuses. Michel Néret aurait même concédé lors de sa garde à vue des imprudences, des liens avec des hommes appartenant au milieu comme le Lyonnais Stéphane Azra, interpellé et écroué dans le cadre de cette affaire. Il avait ce contact avec des gens du milieu, mais pour les nécessités de l'enquête? Pour certaines personnes, sûrement. Pour d'autres, c'est un peu plus nuancé. Il y avait des relations avec notamment une personne, des relations extrêmement fortes au niveau amitié. Cette amitié embarrassante, c'est celle avec le Lyonnais Gilles Bénichou, figure de la nuit lyonnaise et comédien à 16h. À 9 mois de la retraite, a-t-il été piégé? Ou est-ce l'appât du gain qui l'a perdu? Cette question, nous avons pu la poser à son épouse, Nicole Néret. Je lui disais « Arrête ! Ces gens-là, moi, je ne les sentais pas du tout. » Il me disait « Oui, je les aide. Et bon, ils m'aident vachement dans le boulot. Ils me font entrer dans la mafia. » Il s'en servait comme indique, c'est ça? Bah moi, c'est ce qu'il me disait. Quand je lui disais « Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là » Il me disait « Mais attends, ils me font rentrer. » Il paraît que c'est très dur de rentrer dans la mafia juive. Le commissaire Néret avait été remis en liberté en mai 2012, après un peu moins de 8 mois de détention provisoire à la prison de la Santé à Paris. Voilà, donc, dans toute cette affaire qui a vu s'évaporer
allez, on va dire au minimum 2 milliards d'euros des caisses de l'État français. Le seul qui est en prison aujourd'hui, c'est Arnaud Mimran, le bellâtre, qui pensait pouvoir s'en sortir et qui s'est pris 8 ans de prison dans les gencives. Tous les autres sont en fuite en Israël. Au maximum, je prends par exemple Fabrice Zakoun ou Grégory Zaoui, on fait, allez, 20 mois de prison, 20 mois de détention provisoire. Donc, en ce qui me concerne, ça me gêne un petit peu, je suis un petit peu contrarié, parce que pour la simple couverture de mon livre, où je présente entre autres cette affaire, parmi beaucoup d'autres escroqueries, pour la simple couverture de mon livre, je me suis pris de 3 mois de prison ferme. 3 mois de prison ferme juste pour la couverture. Alors la LICRA avait aussi essayé de faire interdire ce livre, Les milliards d'Israël. C'était en 2016. Ils n'y sont pas parvenus, il y a eu un référé, ils ne sont pas parvenus, mais ils demandaient aussi à faire détruire ce livre, à faire pilonner ce livre, vous imaginez. C'est un livre simplement où je prends tous les articles de presse qui ont pu paraître ici et là, je compile, je mets en forme, je rends les choses très claires pour tout le monde. Je parle pas seulement de l'affaire de la taxe carbone, mais je parle aussi de l'affaire Jordan Belfort, de l'affaire Bernard Madoff, de différentes escroqueries des années 80, de l'affaire du Sentier. Je parle aussi de la grande crise financière de 2008. C'est toute la deuxième partie du livre qui me semble extrêmement avoir été interprétée d'une manière extrêmement curieuse par les médias officiels. C'est une affaire criminelle, cette crise financière de 2008. Donc voilà, j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais globalement, je suis un petit peu contrarié de voir que les escrocs qui ont fait volatiliser des centaines de millions d'euros soient aussi peu condamnés. Je m'étonne aussi de voir que ni Fabrice Zakoun, Grégory Zaoui ont tous été relâchés. On les retrouve dans la même cellule, puis ils sont relâchés. Je vois ce Cyril Astruc qui est relâché. Je vois ce Michel Keslassi à qui l'on met un bracelet électronique et qui s'enfuit lui aussi. On se demande ce qui se passe dans la justice française. En revanche, pour juger des patriotes français poursuivis pour provocation à la haine raciale ou des choses de genre, c'est-à-dire des patriotes français qui ne font que se défendre face à une submersion migratoire et face à ces petites minorités qui font la pluie et le beau temps dans les médias, dans la banque et dans la politique, eh bien eux sont systématiquement lourdement condamnés par les juges, notamment la 17e chambre correctionnelle de Paris, qui ne prend pas de gants avec eux. Hein. Nous, on est vraiment, nous les Français de souche, aujourd'hui, on est considérés comme des citoyens de deuxième zone, si on doit en tout cas se comparer à ces juifs séfarades, qui passent à travers les mailles du filet assez facilement et que l'on retrouve presque tous en Israël. Voilà, alors le seul aujourd'hui qui est dans une prison, c'est Arnaud Mimran. Visiblement, il pensait avoir des soutiens dans la police et dans la justice. Voilà, c'est le seul aujourd'hui qui trinque un petit peu. À mon avis, je ne sais pas, l'affaire n'est pas terminée. Hein. Si ça se trouve, il sera sous bracelet électronique dans quelques temps et il n'aura accompli finalement qu'un an ou deux de prison. Parce que ce n'est pas terminé encore tout cela. Voilà, donc 2 poids, 2 mesures, et on voit bien aujourd'hui qui a le pouvoir en France et qui a de l'influence dans les hautes strates de la politique française et de la justice française. Ce n'est pas nous, hein. Ce ne sont pas les Français de souche, et certainement pas les patriotes français. Bonjour. Oui, bonjour madame. Puis-je avoir s'il vous plaît le service comptabilité fournisseur? Vous avez reçu un ordre de paiement de 886 000 €, c'est ça? Très important, vous le faire partir immédiatement, le virement. C'est un paiement exceptionnel, vous comprenez ou pas? Je crois que c'est entre 3 ou 400 000 € à peu près, pas plus. Le président là, de la société là, qui vous parle. On l'appelle l'arnaque au faux président, au faux virement bancaire. L'escroquerie repose sur un énorme coup de bluff. Cette escroquerie incroyable. C'est quand même un phénomène qui est en augmentation. Au début, c'était surtout les grandes sociétés, genre CAC 40, qui étaient visées. Ça a atteint les PME et aussi les TPE, les petites entreprises. Le principe est simple comme un coup de fil. Le fraudeur téléphone au comptable en se faisant passer pour le patron de l'entreprise. Son but, tenter de manipuler une personne qui a accès au compte de la société. Et demande des virements immédiats sur des comptes créés pour l'occasion. Bien renseigné sur l'entreprise, il parvient à convaincre la comptable d'effectuer rapidement un transfert d'argent. Donc à partir de là, elle va correspondre avec la personne qui se fait passer pour moi.
Il y a une variante, c'est un fournisseur, un faux fournisseur qui téléphone là encore à la comptabilité. C'est la menace émergente là de 2015, les changements de relevé d'identité bancaire. L'escroc va se faire passer pour le fournisseur, demandant la marche à suivre pour opérer un changement de coordonnées bancaires. Et hop, le paiement se fait sur un compte planqué à l'étranger. Il n'y a pas eu de prouesse d'espionnage pour arriver à réunir l'ensemble de ces informations. Sur Internet, toutes les entreprises mettent en évidence leur patrimoine financier, organigramme, signature des dirigeants. Puis pendant quelques semaines, il observe, s'imprègne de la culture de l'entreprise. Michelin, Nestlé, Vinci, les plus grandes entreprises françaises en ont été la cible et même l'Élysée. C'est 23 millions d'euros en 23 fois. Une PME des Deux-Sèvres passée depuis en redressement judiciaire. La Fédération des banques françaises estime que le total serait de 400 millions d'euros. Et ce ne sont que les cas avérés, il y a des dizaines de tentatives ratées chaque jour. Le préjudice humain est supérieur au préjudice financier. Suicide, tentative de suicide, mais surtout on a des licenciements. Ça aurait pu tuer 50 emplois. Alors si vous travaillez à la compta dans votre entreprise et vous avez un coup de fil de votre patron, ce qui est assez inédit, que le grand patron vous appelle, franchement un conseil, méfiez-vous. Depuis 2010, plus de 700 entreprises se sont fait escroquer. Porsche, Michelin, KPMG. La palme revient à la société Vallourec, une entreprise du CAC 40. Elle s'est fait délester de plus de 23 millions d'euros. Les petites entreprises non plus ne sont pas épargnées. Mise en confiance, la comptable est persuadée que l'ordre émane de sa patronne. Pendant 1h30, l'escroc va l'appeler toutes les 10 minutes, jusqu'à obtenir 4 virements, un montant total de 500 000 euros, à destination d'un compte, à Chypre. Aujourd'hui, votre comptable, elle fait toujours partie de l'entreprise ? D'accord. Ça s'est terminé en bon terme ou... Combien d'entreprises ont été fragilisées? Combien de salariés dupés? Combien de licenciements et de drames humains derrière ces escroqueries? Depuis 2010, ces escrocs ont subtilisé plus de 360 millions aux entreprises françaises. Une fois que le virement est fait, où va l'argent? Il quitte la France, direction des comptes intermédiaires dans les pays de l'Est ou la Méditerranée. Quelques heures plus tard, il s'envole vers sa destination finale, la Chine. Autant d'étapes qui compliquent la tâche de la justice. Derrière cette nouvelle vague d'arnaques, une cinquantaine de Français. Jean-Marc Souvira les connaît, il sait même exactement d'où ils mènent leurs escroqueries. Donc ce sont des gens qui connaissent à fond le mécanisme de l'escroquerie, des mouvements bancaires, de la téléphonie et d'Internet. Et ils sont où ces gens? Ils sont sur Israël, puisque ce sont des Français qui ont pris la nationalité israélienne. Ils sont sur 3 villes, Ercilia, Netanya, Ashdod. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, du moins, ils ont eu l'intelligence de ne pas commettre d'infraction dans le pays qui les accueillait. Vous les avez vus là-bas? Ouais. Ils vivent comment? Ils vivent dans une prison dorée, parce qu'ils ne peuvent pas quitter l'État d'Israël. Gilbert Chicli, le pionnier de l'escroquerie, en cavale depuis 2009, est-il toujours derrière ces arnaques? Pour le savoir, nous avons décidé de nous rendre en Israël, dans ces villes côtières dont nous a parlé Jean-Marc Souvira. Est-ce qu'on me reproche finalement d'avoir pris le téléphone et puis d'avoir téléphoné à certaines chefs d'entreprise? Bon, ben ça va, on le sait. Mais est-ce qu'on peut imaginer une seconde prendre 10 ans de prison pour ça? Je trouve que ça fait un peu beaucoup quand même. Bon, ben oui, je suis navré, je suis désolé et je regrette profondément pour ces victimes. Voilà. Bon, ben je vous fais mes excuses. Je peux pas dire mieux que ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse hormis de ça? C'est fait. C'est fait, on reviendra pas là-dessus. De quoi vit-il aujourd'hui? Il affirme désormais être dans la finance. Voilà. Moi, aujourd'hui, je peux prouver par A plus B que j'ai une société de forex, de market, donc en anglais de salle de marché, dans laquelle je suis régulé et dans laquelle je travaille tout à fait normalement et proprement.
je vous invite à venir dans ma société et puis à vérifier ce que vous voulez. Voilà, moi c'est transparent, il n'y a aucun problème. Avec aucun problème. Vous allez avoir 600 personnes devant vous et puis vous verrez, quand vous voulez. Demain, si vous voulez. Ouais, demain, oui, avec grand plaisir, oui. L'invitation de Gilbert Chicly sera de courte durée. Une fois la caméra éteinte, il n'est plus question de visiter sa nouvelle entreprise. Gilbert Chicly a été condamné à 7 ans de prison ferme et 1 million d'euros d'amende. Voilà, donc on va faire un petit Lechaim, vodka absolue. Absolue, qu'on nous a ramené. Voilà. À Kiev en prison. Voilà, vas-y, t'es prêt? Lechaim, Billy, à notre sortie si Dieu veut. Et à nos millions. Plein de bonnes choses. J'emmerde la justice française, je vous baise et je ne viendrai pas. Et si je viens, je vous baise quand même. Voilà, merci, je vous baise aussi. Nous allons vous raconter comment le Forex, un marché professionnel de produits financiers très risqués, est devenu la niche de nouvelles escroqueries. Depuis 2000, les particuliers peuvent s'y aventurer via des courtiers. Sur Internet, les sites de pseudo-courtiers se multiplient. Cet homme, conseiller en optimisation fiscale, va nous expliquer comment Israël est devenu la base arrière de ces sites. La plupart abusent de l'ignorance de leurs clients. Regardez aujourd'hui en Israël, la quasi-totalité des boîtes Forex, le but est de ne jamais faire gagner les gens. Donc oui, c'est une forme d'escroquerie. Nous décidons d'essayer de nous faire embaucher chez un de ces courtiers. Le jour même, nous décrochons un rendez-vous, malgré notre absence d'expérience dans la finance. Notre profil les intéresse car nous parlons français, comme la clientèle qu'ils visent. Nous nous y rendons en caméra cachée. Alors, je vous explique un petit peu ce qu'on fait. On est dans le marché de la finance. D'accord. Donc nous sommes en liaison directe avec les marchés boursiers, tout ce qui est marché financier. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+2 ou gestion ou économie ou des choses comme ça. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Moi, j'y connais rien en finance. Pas besoin d'y connaître, d'accord. C'est pas compliqué. Moi, je viens pas du marché de la finance non plus, mais je suis un vendeur. D'accord, donc l'essentiel, c'est de savoir vendre, tout simplement. Première consigne, ne jamais dire aux clients où se trouve le call center. Quand on appelle les clients, qu'est-ce qui s'affiche chez eux? C'est pas un numéro israélien? Non, on a un numéro français. D'accord. À aucun moment on leur dit qu'on est en Israël ou un truc comme ça, parce que où on est à Londres, où on est en France, on a un numéro anglais qui peut s'afficher, ou un numéro français qui peut s'afficher. En réalité, il n'y a aucun bureau en Europe. Cet homme nous incite également à nous faire passer pour des courtiers expérimentés. Dans la vente, vous connaissez? Bien sûr. Non mais que ce soit un t-shirt ou n'importe quoi, il y a du mensonge partout. Ça c'est sûr et certain, l'essentiel c'est de rentrer le client. Le gros one shot, c'est moi qui l'ai fait, c'est 70 000 €. Et à la fin, il a gagné combien? À toute son histoire. Pour être honnête avec vous, notre intérêt c'est qu'il perd. Parce qu'on gagne plus d'argent quand il perd que quand il en gagne. D'accord, ça marche. De faux numéros de téléphone, des courtiers qui n'en sont pas. Les méthodes rappellent celles des escroqueries au président. L'autorité française des marchés financiers publie régulièrement une liste noire de courtiers. Lors de notre tournage, ce site n'y figurait pas. À 2 ans de la retraite, ils avaient un rêve. Pour leurs vieux jours, Daniel et sa femme Italia voulaient partir ensemble sur les routes, à bord d'un camping-car. Ça, c'est un petit peu comme ça qu'on voulait. Hein. Voilà, avec ça, on peut faire le tour d'Europe. Le tour, oui. Pour se l'offrir, ils avaient économisé toute leur vie. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Ça, c'était un petit peu notre rêve. Hein. Notre rêve, qui pour l'instant n'est qu'à l'écran. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'argent qui était consacré à l'achat de ce camping-car, eh bien, on l'a placé dans une société de trading sur Internet. Et on a perdu tout cet argent parce qu'on a eu la malchance de tomber sur des escrocs. Du trading, c'est-à-dire des placements boursiers. Tout commence lorsqu'ils sont attirés par l'une de ces publicités qui circulent sur le web. Vous pensez qu'il est difficile de gagner de l'argent grâce à la bourse? Vous pensez même que ce n'est pas fait pour vous? Eh bien, cette vidéo risque de vous surprendre. Ils sont alors contactés par un banquier qu'ils n'ont jamais rencontré. Par email et par téléphone, l'homme les convainc de leur confier leur argent pour le placer en bourse via son site internet. C'est une société située en Angleterre,
Ils avaient pignon sur rue, ils avaient un site internet. J'avais une application sur mon téléphone mobile. Je veux dire que, en aucun cas et à aucun moment, pas une seule seconde, on aurait pu penser qu'il s'agissait d'escrocs. Voilà. Mais quelques semaines après, ce site disparaît sans laisser de traces, et avec lui, les économies de Daniel et d'Italia. Nous-mêmes, ma fille et ma mère, on a investi 50 000 euros. Mais ces 50 000 euros, c'était pas de l'argent, c'est pas du superflu, c'était de l'argent qu'on avait gagné et qu'on avait, c'est de l'argent d'une vie. Ils ont bien fait leur travail. C'est un travail de sape qui anéantit les gens. Comme Daniel et sa femme, au moins 12 000 Français affirment avoir été victimes de ces nouveaux escrocs en ligne. Depuis 5 ans, des centaines de sites de placement sur Internet ont fait leur apparition. Ils nous promettent la fortune en quelques clics. Votre capital manque d'intérêt. Il est temps de vous en occuper. Des publicités alléchantes, un marketing agressif. Ces sites ont toutes les apparences de la respectabilité. Pourtant, derrière la plupart de ces vitrines, tout est faux, à part l'argent qu'elles nous font perdre. J'ai perdu 34 000 euros en une nuit, sans savoir pourquoi. Notre enquête nous a permis de découvrir que ces entreprises appartiennent à des filières internationales très organisées, qui ont déjà empoché des sommes colossales, en toute impunité. C'est des centaines de millions, et ça a coûté beaucoup d'argent aux Français. Un étonnant polar financier qui nous a emmenés jusqu'en Bulgarie, à Chypre et en Israël, sur les traces de ces nouveaux profiteurs du web. En 2012, l'AMF avait déjà recensé 12 000 victimes françaises. Aujourd'hui, ils sont probablement plus du double. Cette retraitée qui vient d'appeler l'AMF, après avoir perdu 85 000 euros, nous l'avons retrouvée à Marseille. Elle a 80 ans et s'appelle Mireille Bonnet. Après une carrière d'ophtalmologiste, elle avait réussi à mettre de l'argent de côté et rêvait de faire fructifier son épargne pour ses 5 petits-enfants. Mais en quelques clics, sa vie a basculé. C'est à ce moment-là que j'ai eu, quelques jours après, M. Delacroix qui m'a appelé et qui m'a dit « Mettez une somme d'argent entre 200 euros et 1000 euros ». Et moi, j'ai mis 500 euros. En l'espace de 15 jours, j'avais doublé la mise. Il m'a dit « Vous voyez comme c'est facile. Là, vous avez fait vos preuves sur des petites sommes. Il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à faire vos preuves sur des grosses sommes. » Appâtée, Mireille accepte d'investir 50 000 euros. Mais apparemment, ce n'est pas assez pour Thomas Delacroix. Il la rappelle pour la convaincre de miser davantage. Il dit, vous savez, j'ai montré votre dossier à ma hiérarchie qui m'a dit, franchement, Madame Bonnet a beaucoup de potentiel, on va lui faire confiance, on va réinvestir avec elle. Alors, je dis, ça veut dire quoi, ça? Elle dit, si vous rajoutez une somme de 25 000 euros, nous, on la rajoute autant, et vous vous retrouvez avec 100 000 euros. Et là, avec 100 000 euros, on peut aller très loin, jusqu'à plusieurs millions. On peut gagner jusqu'à plusieurs millions. Mireille finit par miser toutes ses économies, 85 000 euros. Pendant 3 mois, Thomas Delacroix lui téléphone presque tous les jours pour la pousser à parier sur la valeur d'une action ou le cours d'une monnaie. Persuadée de gagner de l'argent en bourse, Mireille lui fait totalement confiance, jusqu'à cette soirée du mois de mars. J'ai perdu 34 000 euros en une nuit, sans savoir pourquoi. J'ai essayé de les joindre par téléphone parce que j'étais un peu affolée. J'ai pas pu, j'ai essayé de les joindre autrement, je n'ai pas pu. J'ai mis des emails à M. Delacroix, il m'a jamais répondu. Et puis voilà. Mireille n'aura plus jamais de nouvelles de Thomas Delacroix. Cette voix sans visage qui avait su gagner sa confiance. Qui se cache derrière cette manipulation? Nous avons voulu remonter la piste de ce mystérieux interlocuteur pour connaître ses méthodes et tenter de découvrir sa véritable identité.
Depuis quelques années, c'est dans ce pays qu'ont été créés la plupart des sites internet inscrits sur la liste noire des autorités françaises. On en trouve des centaines. Parmi eux, FXGM, le site sur lequel Mireille Bonnet a perdu 85 000 €. Nous nous rendons au siège de l'entreprise dans l'espoir d'y rencontrer Thomas Delacroix, l'homme qui l'a manipulé par téléphone. Dans les locaux, nous découvrons une ambiance festive et décontractée. C'est probablement de cette salle que celui qui se présentait comme Thomas Delacroix appelait Mireille Bonnet. Peut-être même que Thomas figure sur cette vidéo que nous avons retrouvée sur Internet, parmi ces vendeurs de FXGM qui se filment eux-mêmes en train de célébrer les succès de leur entreprise. D'ailleurs, alors que nous entrons dans le bureau de la recruteuse, une cloche retentit. C'est génial, c'est super ambiance. Les gens, quand ils applaudissent, c'est qu'il y a une vente. C'est ça. Une vente, cela signifie qu'un Français comme Mireille vient d'investir ses économies sur leur site. Pour travailler chez FXGM, aucune compétence particulière n'est requise, à part la maîtrise de la langue française. Est-ce que tous les jeunes qui sont employés là, ils sont spécialisés? Ni dans la vente, ni dans la finance. Ensuite, on a ici une formatrice. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On est $200 ou $500 avec les 5 francs? Nous avons pu rencontrer un ancien employé d'une de ces sociétés. Anonymement, il a accepté de nous raconter son expérience. La France serait un marché particulièrement ciblé, car les Français possèdent beaucoup d'épargne et ne savent pas toujours où la placer. L'homme devait aussi utiliser un pseudonyme. Vous utilisiez une fausse identité? J'utilisais une fausse identité pour mes clients, bien entendu. Les noms aux consonances bien françaises, comme Thomas Delacroix, sont les plus utilisés. Nous comprenons que nous ne trouverons jamais l'homme qui téléphonait presque tous les jours à Mireille Bonnet. En Israël, ces sociétés prospèrent dans une quasi-impunité, car ici, la loi ne protège que les Israéliens, pas les victimes étrangères. Voilà. Les plus gros escrocs de la planète sont juifs. Voilà, c'est clair. Oh, you'd rather have it down at the bank where the Jewish guys can leer at it? Yeah, money! Woo! Christophe Labbé, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Point. Vous enquêtez sur l'appartement de Thomas Fabius, le fils de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères. Alors, cet appartement a été acquis quand ? Alors, cet appartement a été acquis 1 mois après l'élection présidentielle. Et il y a une promesse de vente qui a été signée entre les deux tours. Entre les deux tours, oui. Le prix de l'appartement ? Le prix de l'appartement, 7 millions d'euros. Oui, 7 millions d'euros, 280 mètres carrés, je crois. 280 mètres carrés au cœur de Paris, dans un quartier les plus huppés. Thomas Fabius aurait indiqué, c'est vrai ça, son agent immobilier, que l'argent proviendrait de gains de jeux. Tout à fait, tout à fait. Thomas Fabius a précisément entre les tableaux et les jeux. Oui. Thomas Fabius qui est un joueur. Oui, un joueur invétéré. Il a le droit. Hein. Il a le droit, mais d'après nos informations, il perd plus qu'il ne gagne. Ah bon, en plus. Ah mais c'est un joueur, il perd plus qu'il ne gagne et il pourrait s'acheter un appartement de 7 millions d'euros. Enfin, c'est quand même absolument extraordinaire. Voilà un garçon, enfin un homme, puisqu'il a 31 ans, qui achète un appartement de 7 millions d'euros, qui a des sociétés qui font pratiquement pas de bénéfices, tout à fait, qui est résident fiscal en France, mais qui ne paie pas d'impôt sur le revenu, qui ne paie pas d'impôt sur la fortune, et qui a les moyens de payer un appartement 7 millions d'euros. D'ailleurs, 1 million d'euros de plus que le prix normal du marché, hein. Oui, parce que quand on regarde vraiment les conditions d'achat, quand on regarde le prix du marché, c'est un appartement de 280 mètres carrés, donc on est allé voir avec des experts la valeur réelle de cet appartement. Cet appartement a été payé 1 million d'euros de plus que sa valeur du marché.
Tout ça est très curieux, mon cher Christophe Labbé. Vous allez continuer à enquêter, bien sûr, on continue à enquêter. Avec d'autres révélations peut-être dans les prochains numéros du Point. Vous pourrez tout lire dans le Point de cette semaine. Il est 8h16. Merci d'être avec nous. Allez, nous sommes... Vous vous baladez maintenant dans ces quartiers, je sais pas, avenue Henri Martin, ou je sais pas, rue de la Pompe. Vous montez dans les beaux immeubles bourgeois haussmanniens et vous avez pratiquement des mezuzahs devant toutes les portes. Hein. Et j'ai eu des témoignages, les dernières familles catholiques qui restent là-bas prient pour être invitées à la bar mitzvah du petit Cohen, du petit voisin, pour ne pas être totalement marginalisés et ne pas subir jusqu'au bout une véritable purification ethnique. L'affaire portait, je vous le rappelle, sur un réseau d'escroquerie à base de traites fictives. Il était question de 84 millions d'euros, 550 millions de francs détournés. 36 prévenus sont relaxés, dont quelques-uns avaient fait de la prison préventive. 88 condamnations, de 7 mois avec sursis à 7 ans ferme, mais surtout 82 personnes qui doivent rembourser solidairement 25 millions d'euros aux banques. Le procès Fleuve a mis en évidence une vaste carambouille de plusieurs centaines de millions de francs organisée entre plusieurs sociétés complices. Dans cette affaire, 12 personnes sont condamnées par contumace. Elles sont en fuite en Israël.